Voilà, retour dans ce studio de Cameroun Voice, toujours à l'écoute d'antenne libre, non, de Sans Détour. En ce dimanche 22 mars 2015, nous accueillons notre deuxième invité de ce dimanche, qui est nul autre que Luc Michel, que nous recevons par téléphone depuis Bruxelles. Bonsoir, Monsieur Michel. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous les éditeurs. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur votre antenne. Voilà, donc dire que vous êtes le fondateur, vous êtes géopoliticien, le fondateur des EOD, qui est un think tank, que vous êtes un spécialiste des questions politiques qui touchent à l'Afrique et aussi au Moyen-Orient. Et surtout, on va peut-être commencer par ça, Monsieur Michel, que vous avez quand même un passé qui est très lié à la Libye, qui fait que vous êtes un fin connaisseur de la sous-région. Mais je ne suis pas uniquement un analyste, j'ai été un acteur dans l'histoire de la Jamaïria. Et une des raisons des très nombreuses mauvaises analyses qui sont faites actuellement sur la Libye, où on raconte tout et n'importe quoi, c'est parce que les gens n'y avaient jamais mis les pieds avant 2011. Moi, je connais la réalité libyenne. J'ai travaillé avec la Libye depuis 1985. J'ai été, à partir de 2003, le responsable du réseau pan-européen du mouvement des comités révolutionnaires, donc j'étais le patron en Europe. C'est la seule branche du MCR d'ailleurs qui existe toujours, puisque nous avons continué nos activités après 2011, et j'ai participé à la défense de la Jamaïria lors de l'agression. Je suis le seul analyste qui a annoncé cette agression le 5 février depuis Tripoli. Je n'ai malheureusement pas été écouté. Je suivais l'actualité de ce qu'on a appelé ensuite le printemps arabe, et j'ai vu arriver l'assaut sur la Libye. Lorsque l'agression a eu lieu, la plupart des amis de la Libye ont déserté. Quasiment la totalité des Africains et la plus grande partie des gens qui soutenaient la Jamaïria en Europe. Il y avait notamment des dizaines d'avocats que nous faisions voyager et qui ont trahi immédiatement par lâcheté. Nous avons continué. J'ai organisé au mois d'avril 2011 à Tripoli, sous les bombes de l'OTAN, la seule conférence internationale de soutien à la Jamaïria. Nous avons amené là-bas, dans des conditions extrêmement difficiles, des dizaines d'Européens. Il y avait quelques Africains très rares, notamment une délégation des jeunes de la ZANU sud-africaine. Et donc j'ai continué, j'ai été désigné par Tripoli responsable de l'association internationale des associations soutenant la Libye. En fait, en pratique, j'étais chargé de la propagande de défense de la Jamaïria en Europe et en Afrique. Et j'avais lancé une organisation qui existe toujours aussi, qui s'appelle ELAC, Euro-Libyan Action Committees. À un moment donné, au sommet de la défense de la Jamaïria, au mois d'août 2011, nous étions 1 demi-million d'Européens pour Kadhafi, par exemple sur les réseaux sociaux. Donc ma connaissance de la Libye, c'est une connaissance évidemment intime, et j'ai aussi écrit une géopolitique de la destruction de la Jamaïria libyenne, qui ne commence pas en 2011, mais qui est un processus qui est amorcé à partir de 2003. Voilà, parlons donc de cette destruction programmée. La France, avec Sarkozy, présentait donc l'attaque de Kadhafi contre son propre peuple comme raison pour la résolution 1973. Mais pouvez-vous nous dire quelle était la raison sous-jacente, le motif réel de cette destruction programmée? Mais le motif était très simple, c'est-à-dire que Kadhafi était un défi insupportable à l'ordre mondial. Il a en particulier publié au milieu des années 90 un livre interview avec une journaliste italienne, et le titre était « Je suis un opposant à l'ordre mondial ». Kadhafi, c'était le défi panafricain. Les Occidentaux ne voulaient pas de l'Afrique unie de Kadhafi avec son armée, sa monnaie et sa banque. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, le système de Kadhafi, la démocratie directe. La Libye, ce n'était pas, comme on le raconte depuis, ce n'était pas un non-État ou une anarchie. C'était un État extrêmement structuré, avec une vie politique, mais avec une démocratie directe qui avait tourné le dos au parlementarisme occidental et qui servait de modèle au Venezuela de Chavez, par exemple.
Deuxième défi insupportable. Troisième défi, évidemment, il y avait la question économique. Kadhafi voulait une monnaie africaine, une banque centrale insupportable pour les Occidentaux. Kadhafi voulait que le pétrole se vende non plus avec le dollar, mais avec l'euro, insupportable aux Américains. Et dernière chose, Kadhafi était un grand partisan de l'Europe. Il pensait que l'unité européenne et l'unité africaine devaient se faire en synergie avec la Méditerranée comme point d'union et la Libye comme pont entre les deux. Il en a été bien mal récompensé par les Occidentaux. Il a mal mesuré le degré de suggestion de l'Union européenne aux États-Unis et à l'OTAN. Mais en 2008, lorsqu'il y a la grande crise économique en Europe, des banques entières sont au bord de la faillite, en France, en Belgique, en Italie, et on fait appel à Kadhafi. Kadhafi prête plus de 4 milliards d'euros de fonds souverains libyens en France, en Belgique, en Italie, à Malte. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, les Occidentaux sont incapables de rembourser. Moi, j'avance comme explication en partie de la rage des gens de l'Union européenne contre Kadhafi. Il y a un plan américain, on en parlera, c'est autre chose, mais la participation européenne, elle s'explique parce qu'ils ne savent pas rembourser. On va immédiatement confisquer les fonds souverains libyens. Ils n'ont, je tiens à le souligner, jamais été remboursés au nouveau régime libyen. Le régime libyen doit emprunter des fonds. Ça, c'est la raison suivante. Enfin, il y a une toute dernière raison. Les Occidentaux ont essayé à partir de 2003 de s'emparer de la Libye de l'intérieur. En 2003, la Libye a peur, elle a peur de ce qui s'est passé en Irak. Et elle propose, et on lui propose, c'est Tony Blair qui sert de négociateur, qui est un ami de Saïf al-Islam, un des fils de Kadhafi. On propose à Kadhafi donc un plan de désarmement en échange, si vous voulez, je vais employer un terme issu de la guerre froide, mais d'une coexistence pacifique. Et Kadhafi pense qu'il peut s'entendre et que la Jamaïria peut continuer son action politique, notamment en Afrique, dans le cadre d'une coexistence pacifique avec les Occidentaux. Alors, est-ce qu'on peut conclure immédiatement, si vous voulez bien terminer là-dessus, parce que c'est fondamental, allez-y. Les Occidentaux créent une aile libérale au sein de la Jamaïria, dont le chef est précisément Saïf al-Islam, et cette aile libérale jusqu'en 2010 va se battre avec les socialistes des comités révolutionnaires pour liquider le livre vert. À ce moment-là, Saïf al-Islam est du côté des Occidentaux. En octobre 2010, il y a un événement capital, les socialistes obtiennent une loi du Congrès général populaire qui est l'équivalent du Parlement libyen, et cette loi interdit à des étrangers de posséder plus de 49% d'une société libyenne. C'est fini pour les Occidentaux de prendre économiquement la Libye de l'intérieur. Immédiatement se met en route le plan de Benghazi, et on sait que, particulièrement en novembre 2011, une délégation d'hommes d'affaires français arrive à Benghazi, et à l'intérieur, il y a des gens, des forces spéciales et des services spéciaux français. Immédiatement, ils préparent le coup d'État du 15 au 17 février. Alors, est-ce qu'on peut dire, Luc Michel, que Kadhafi a péché par naïveté quand il a voulu finalement voir à cette existence entre l'Union européenne et l'Union africaine et accepter le plan qui lui était proposé depuis 2003? Oui, Kadhafi était très naïf. Il a été très naïf parce que c'était un honnête homme et il n'a pas mesuré la perversité des dirigeants occidentaux. Il a été naïf comme d'autres l'ont été. Vous devez savoir que cette opposition entre une aile libérale et une aile socialiste au sein d'un État que les Occidentaux veulent détruire, elle s'est passée de la même façon dans la Yougoslavie des années 80. C'est Milosevic qui y a mis un terme pour 10 ans. Elle s'est passée, elle se passe actuellement de la même façon en Russie. Et je vais quand même vous dire quelque chose. Si la Russie, et c'était Medvedev qui était président, a lâché Kadhafi, ce qui pour moi est l'élément déterminant
de sa chute, eh bien c'est parce que Medvedev voulait l'alliance, c'est un libéral, il est toujours Premier ministre en Russie, il voulait l'alliance avec les Occidentaux. Kadhafi a ouvert évidemment une boîte de Pandore, et ça a été d'autant plus déstabilisant pour la Jamaïria que c'était son propre fils aîné, Saïf al-Islam, qui s'opposait, vous savez que Kadhafi était marié 2 fois, Saïf est le fils du premier mariage, et il s'opposait aux autres fils et à la fille de Kadhafi, Aïcha, qui eux étaient des partisans du socialisme jamaïrien. Ils se sont opposés pendant 10 ans. On a vu arriver en Libye tous ces experts occidentaux, ces hommes d'affaires, etc., dont le but était de détruire la Jamaïria et de mettre un terme au mouvement d'unification panafricaine, parce que c'était ça la cible centrale. Kadhafi avait aussi un problème, c'est-à-dire que moi je l'ai rencontré plusieurs fois, progressivement au fil des années, mais c'est le problème du pouvoir, Kadhafi s'est isolé. C'est-à-dire que ses contacts avec la Libye se passaient au travers d'un cadre, d'un espèce de super cabinet, où il y avait des gens dont on sait aujourd'hui qu'ils avaient déjà trahi pour le compte des services secrets français dès 2003-2004. La seconde chose qu'il a payée, c'est la confiance à Moussa Koussa, qui était le chef de ses services secrets. Mais il faut comprendre quelque chose. Moussa Koussa a été nommé entre 2000 et 2003 ambassadeur à Washington. C'est lui qui est l'artisan du rapprochement aussi de la Jamaïrie avec les Occidentaux. Ces enfants qui sont nés aux États-Unis ont la nationalité américaine, ne sont jamais rentrés en Libye, et Moussa Koussa a des propriétés immobilières importantes aux États-Unis. On a donc eu un moyen de chantage. La même chose a été faite vis-à-vis de la Syrie, avec la famille du général, des généraux, puisque le père et le fils le sont, des généraux Mustafa et Manaf Talas, qui ont trahi la Syrie et Bachar el-Assad pour préserver leur fortune immobilière à Paris. La dernière chose, évidemment, que Kadhafi a payé, c'est son désarmement unilatéral. Il avait notamment des armes biologiques, etc., qui n'étaient plus là pour le protéger lors de l'agression. Tout ça, c'est une combinaison de facteurs qui fait que la Jamaïria a été agressée de l'intérieur avant de l'aide de l'extérieur. Dernière chose, c'est de nouveau une des manœuvres de Saïf al-Islam, c'est-à-dire que dans sa lutte contre les socialistes, les libéraux se sont alliés à des islamistes libyens dits modérés, dont le représentant, et c'est le fameux Mustafa Abdel Jalil, qui a été le procureur général qui a engagé l'affaire des infirmières bulgares. Là aussi, Kadhafi n'a pas bien réagi, et les infirmières bulgares ont contribué à diaboliser le régime. Et ensuite, il est devenu ministre de la Justice, et immédiatement, à partir de 2010-2011, il complote avec les Français, et vous le retrouvez dès le 15 février à Benghazi, où il prend immédiatement la tête de ce qui va devenir le CNT, CNT qui est formé dans les 8 premiers jours de l'insurrection pilotée par l'étranger. Vous avez donc le tableau. C'est un avertissement pour tous les chefs d'État, particulièrement pour Vladimir Poutine. Une aile libérale, c'est un cheval de Troie. Les Russes commencent à s'en rendre compte. Il y a d'importantes frictions entre Poutine et Medvedev, par exemple, et les gens de l'étranger, comme Nedzov qui a été exécuté, etc., les Russes disent que c'est la 5e colonne, mais les libéraux, ils disent que c'est la 6e colonne. Eh bien, la 6e colonne de Kadhafi, c'était cette aile libérale qui comprenait beaucoup de ses ministres, qui comprenait son fils. Un mot sur Saïf al-Islam pour terminer là-dessus. Lorsque l'insurrection a éclaté, il a été devant un choix cornélien, c'est-à-dire ses amis libéraux qui étaient tous à Benghazi, ou son père, et il a eu le sens de l'honneur, qui est le sens de l'honneur des Bédouins arabes. Kadhafi, c'est un Bédouin, il faut comprendre sa psychologie. Il a choisi évidemment le camp de son père. Ça n'empêche pas ce qu'il a fait avant. Il faut quand même comprendre ça si on veut comprendre tout le reste. Dans le livre de Bernard-Henri Lévy, consacré à son action pour détruire la Libye, qui s'appelle La guerre sans l'aimer,
Il y a une page sur Saïf al-Islam et Bernard-Henri Lévy dit comment ce garçon qui était un des nôtres a-t-il pu basculer du côté de son père. Mais ça, c'est le sens de l'honneur des Arabes. Et je vais dire que Saïf al-Islam, de ce point de vue-là, a été un homme droit. Voilà donc, merci pour cette mise en place, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la Libye, 4 ans après ces événements, est en lambeaux. C'est un pays détruit, c'est un pays qui n'a plus de structure étatique. Quelles sont les différentes parties prenantes aujourd'hui en Libye? On sait qu'il y a une partie du pouvoir du côté de Tobrouk, une autre partie du côté de Benghazi, des groupes islamiques un peu partout. Dites-nous un peu aujourd'hui à quoi ressemblent les tenants du pouvoir du côté de la Libye. Mais je vais tout d'abord vous dire une chose, c'est que l'analyse que font actuellement les médias de l'OTAN et les politiciens de l'OTAN qui opposeraient le gouvernement de Tripoli dit islamiste au gouvernement de Tobrouk dit nationaliste, c'est une fausse analyse. Et elle est faite uniquement parce que les Occidentaux ne veulent pas révéler que non pas la Libye n'est pas en voie de somalisation, mais qu'elle l'est déjà depuis une grosse année. Et deuxièmement, ils veulent présenter le tableau d'une Libye qu'on pourrait encore sauver. C'est notamment les opérations de la Libye, etc. Alors que selon moi, il n'y a plus rien à sauver. Je m'en expliquerai plus avant dans votre interview. Le paysage politique libyen aujourd'hui, c'est pas 2 gouvernements, c'est une dizaine d'acteurs majeurs. Il y a tout d'abord le gouvernement légal qui est issu des élections fantoches de 2014. Je dis fantoches parce que ce sont des élections qui sont faites dans un climat de violence, dans des villes dominées chacune par des milices armées. Ce sont des élections qui sont faites sans aucun contrôle de missions extérieures, comme par exemple, moi je le fais avec EOT, en Europe orientale ou comme je l'ai fait au Cameroun au sénatorial. Les missions de contrôle, ce sont des organismes qui dépendent de l'OTAN et donc qui avalisent le résultat que les Américains veulent donner. Troisièmement, on a exclu des listes électorales près d'1 million de Libyens, dits kadhafistes, notamment les gens qui sont en exil. 3 millions de Libyens sur une population libyenne qui n'est même plus de 4 millions. Elle était, avec les immigrés africains, entre 5 et 6 millions sous Kadhafi. Et imaginez-vous que le président Poutine en Russie fasse une élection où on exclut, parce que le rapport est le même, 25 millions de Russes. Vous entendriez évidemment hurler les Occidentaux. Ici, les élections sont avalisées. Elles ont été avalisées en 2012 par le commissaire européen, Louis Michel, qui n'est pas parent avec moi, je le précise. Donc, il y a ce gouvernement, mais ce gouvernement n'a plus d'armée. Le général Hifter, qui est sous les feux de l'actualité, qui est un agent de la CIA et un défecteur de l'armée libyenne en 1989, passé au service des Américains, a fait un coup d'État juste après les élections en février 2014, soutenu en sous-main par les Américains et l'Égypte, et les chefs d'état-major de tout ce qui restait de l'armée libyenne, armée de terre, armée de l'air et marine, se sont mis aux ordres de Hifter. Hifter a donc pris le contrôle de l'armée libyenne, qui est devenue son armée privée personnelle, et il soutient le gouvernement de Tobrouk comme la corde soutient le pendu. Mais s'il n'y avait que ça, ça ne serait pas dramatique. Quel est le centre, le point d'appui central du gouvernement de Tripoli? C'est la coalition Farch Libya, qui s'appuie principalement sur la milice islamiste de la ville de Misrata. Quel est le point central du gouvernement de Tobrouk? Il y en a 2. Il y a le général Hifter qui se présente comme un nationaliste avec son armée privée, mais il y a à l'est de Tripoli, entre Tripoli et la frontière tunisienne, une autre milice islamiste, c'est celle de la ville de Zintan, c'est elle qui détient Saïf al-Islam, dans résidence en prison. Eh bien, la milice de Zintan, elle soutient le général Hifter, et donc quand on présente celui-ci comme un nationaliste, il est également dans une coalition où existe une des principales forces djihadistes de Libye, la milice de Zintan. À ça s'ajoutent les mouvements autonomistes. Il y a un mouvement autonomiste Toubou dans le Fezzan, qui a lui aussi
créer son gouvernement. Il y a le mouvement autonomiste de Cyrénaïque, avec un cousin de l'ancien roi Idriss, un Sénoussi, qui est appuyé par les confréries Sénoussi, c'est-à-dire le mouvement islamiste qui était interdit sous la Jamaïria, et dont Mustafa Abdel Jalil était un des chefs. Ce mouvement autonomiste de Cyrénaïque, qu'on appelle aussi fédéraliste, il est lui soutenu par le gouvernement britannique, parce que le MI6 et le MI5 britanniques ont toujours soutenu les monarchistes libyens. Ça ne s'arrête pas là. Il y a un mouvement autonomiste qui est un mouvement hawazique, donc ce sont des berbères qui est vers la frontière tunisienne, qui parle de créer son gouvernement. Vous me direz, on est déjà donc dans un jeu à 5 partenaires, mais ça ne s'arrête pas encore là. Maintenant, on va parler des mouvements islamistes autonomes, c'est-à-dire qui ne sont ni dans Farch Libya, ni dans la coalition de Hifter. Il y a tout d'abord un émirat islamique dans la ville de Derna. Derna, c'est le centre traditionnel du djihadisme libyen. Dans les années 80 et 90, il y a plus de 10 000 djihadistes qui sont partis en Afghanistan, en Érythrée, et c'est eux qu'on a ramenés au mois de février 2011 pour créer les katibas du CNT. Cet émirat islamique a fait allégeance il y a maintenant presque 2 mois à Daesh. Il est juste à 300 km des côtes de l'Europe. Le second mouvement, c'est Ansar el-Sharia, qui contrôle une partie de la ville de Benghazi et contre lequel le général Hifter se bat, notamment avec son aviation. Benghazi est bombardé quotidiennement, il y a des pertes civiles énormes. On n'a pas vu ici le Conseil de sécurité de l'ONU faire une résolution et demander une zone d'exclusion aérienne. Tout le monde se tait. Ça ne s'arrête pas là. Il y a également un immense territoire qui est sous contrôle d'AQMI. C'est un triangle au centre du Sahara, dont l'une des pointes est la ville de Sheba en Libye. Et le chef de ce mouvement, c'est un ancien chef de gang. C'est lui qui a conduit l'assaut contre El Ameida en Algérie il y a un an. C'est le fameux Mokhtar Ben Mokhtar. Il y a 10 ans, on l'appelait Marlboro Man, parce qu'il finançait son mouvement par le trafic de cigarettes et de drogue, mais aujourd'hui, c'est un puissant chef de guerre, avec des brigades blindées, avec des missiles, et vous remarquerez quelque chose, personne ne s'y attaque en ce moment. Voilà toujours la situation. Une interrogation. On n'a pas encore fini, excusez-moi. Parce qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'échec des négociations et la somalisation. Il y a un mouvement de résistance pro-kadhafisme, mais qui est éclaté en 2 ailes. L'une étant en Égypte avec un cousin de Kadhafi, qui s'appelle Kadhaf al-Dam, et qui est, lui, soutenu par le gouvernement égyptien. Il y a derrière tout ça un ensemble de milices, notamment dans l'ancienne ville de Sirte, qui était un centre du kadhafisme et qui aujourd'hui est aux mains d'une milice islamiste. Et donc on est à une dizaine de partenaires, chacun contrôlant son territoire. Il n'y a plus d'État libyen. Les services publics ne sont quasiment plus assurés. Il y a des coupures d'électricité à Tripoli. Il y a des restrictions sur l'eau. L'eau qui était la grande richesse qui avait été amenée à la Libye par Kadhafi, avec son grand projet de la grande rivière artificielle. Le pétrole, pour terminer, quand vous avez dit dans votre présentation qu'il se partageait les revenus du pétrole, ce n'est pas tout à fait exact, parce que le pétrole n'est plus extrait. On produit actuellement en Libye moins de 200 000 barils par jour. On en produisait 2 à 3 millions par jour sous Kadhafi. Ce pétrole est volé par des gangs parce que, dernier aspect du chaos libyen, ce sont les gangs criminels qui sont liés au réseau djihadiste et qui assurent par exemple le trafic de drogue et qui assurent le trafic d'êtres humains vers l'Europe. Toutes ces grandes catastrophes où vous voyez des Africains se noyer au large des côtes de Sicile ou au large des côtes maltaises, ils sont amenés par des mafias. Dernier élément, une partie de l'ancienne marine libyenne est passée sous contrôle privé, des frégates, des avisos, etc., et se livre à la piraterie en Méditerranée.
notamment dans le cadre du transfert de ces êtres humains. C'est quelque chose dont on parle quasiment pas en Europe, parce que les Européens, évidemment, savent qu'ils sont en très grande partie responsables de ce chaos libyen. Ben voilà, mais une interrogation demeure quand même, Luc Michel. On ne peut pas penser que les Occidentaux ou l'OTAN, les Sarkozy de ce monde qui ont des services secrets à leur disposition n'étaient pas au courant ou n'avaient pas vu, ils ne pouvaient pas voir ce qui allait se passer, cette balkanisation et ce risque de menace aujourd'hui avec l'arrivée des islamistes de part et d'autre. On ne peut pas penser qu'ils ne pouvaient pas prévoir cette situation. Ils étaient parfaitement au courant, tout simplement parce qu'ils étaient en liaison avec ces organisations djihadistes depuis au moins 2009, et parce que à partir de 1979, le début de la guerre d'Afghanistan avec les soviétiques, jusque la guerre de Bosnie en 1996, ils ont travaillé avec toutes ces organisations djihadistes, y compris en Afghanistan, puisque les talibans, par exemple, qui sont une création du principal allié des Américains dans la région, qui sont les services secrets pakistanais l'ISI, les talibans ont été amenés au pouvoir par les Américains avec l'aide de l'ISI. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Les Américains, parce que ce sont les Américains qui ont décidé, il ne faut pas se laisser avoir aux excentricités d'un Sarkozy ou d'un Bernard-Henri Lévy, qui se sont présentés comme l'élément moteur de la crise libyenne. Simplement, ils ont été instrumentalisés, ils ont servi de porteurs de valises par les Américains, qui ne voulaient pas apparaître directement comme les agresseurs directs. Les Américains avaient en fait deux plans. Ils avaient le plan d'origine du printemps arabe qu'on a essayé d'appliquer un peu partout, c'est-à-dire de renverser les régimes nationalistes arabes, les remplacer par une association, c'est-à-dire une armée forte. C'était le rôle qui était confié à Hifter dès le début. Hifter, il rentre à Benghazi le 17 février 2011 et on le met immédiatement au commandement des Katibas du CNT. Et alors, il fallait associer un parlement que les Américains disent démocratique, ou les forces islamistes dites modérées, c'est une grande illusion, notamment les frères musulmans, appuyaient ce nouveau régime qui libéraliserait l'économie et qui insérerait ces États dans la globalisation. Ça, c'est le plan A. Mais les Américains, dès le départ, ont un plan B, c'est précisément la somalisation. La somalisation, ce n'est pas une erreur des Occidentaux, ça a été, entre 1990 et 1986, un laboratoire américain où on a mis au point la fameuse géostratégie du chaos. Il ne faut pas la confondre avec la géopolitique du chaos, qui est tout à fait autre chose. Avec la géostratégie du chaos, la Somalie était une des cibles des Américains dans les années 80. C'était un régime marxiste fort du maréchal Siad Barre. C'était un État en voie de développement accéléré, notamment d'alphabétisation, et c'était surtout, évidemment, le principal allié des Soviétiques. Les Américains l'ont fait éclater par un procédé qui est un peu celui qui est mis aujourd'hui en route en Libye, avec notamment en faisant émerger des forces islamistes, les tribunaux islamiques puis les Shebab qui sont toujours là, et la somalisation a servi à définir un cadre d'action. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des principaux géopolitologues américains d'aujourd'hui, il s'appelle George Friedman, c'est le patron de Stratford. Stratford, c'est le principal institut d'analyse géostratégique américaine. Stratford est soutenu par le lobby militaro-industriel américain, notamment par de nombreux généraux du Pentagone. Eh bien, dans son livre « Les 100 prochaines années », où il explique comment les Américains doivent s'y prendre pour dominer le 21e siècle comme ils ont dominé la seconde moitié du 20e, eh bien, Friedman explique ce qu'est cette stratégie du chaos dans de nombreuses pages, et il dit, si nous ne sommes plus capables, notamment pour des raisons financières, de contrôler, comme nous le faisions avant militairement un pays, faisons-le éclater et régnons sur le chaos. C'est ce qu'on a mis en route en Libye. Dès que l'échec a été patent du plan A, donc l'échec du plan A, il apparaît à l'occasion des élections
de juillet 2012 en Libye, qui sont les premières élections fantoches. C'est la même chose que celle de 2014, 1 million de Libyens exclus, etc. Moi, j'ai déjà écrit à ce moment-là une analyse en juillet 2012 et j'ai dit la Libye est en voie directe de somalisation. J'avais malheureusement raison. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire que le Parlement a été incontrôlable, l'union des forces libérales qui contrôlait le gouvernement, avec deux autres agents de la CIA, Ali Zaïdan qui est devenu Premier ministre et Almé Gariev qui a été le premier ministre du nouveau régime du CNT, c'était avec le général Iftar, colonel Iftar à l'époque, c'était les trois agents de la CIA à qui on avait confié la déstabilisation de la Libye. Ils ont notamment organisé, entre 1984 et 2011, ils ont organisé 18 coups d'État, dont un avec Ben Laden en 1998. Avec déjà le général Iftar. Lorsque je vois ce général Iftar présenté comme un nationaliste et le recours contre les islamistes, on se moque du monde. C'est quelqu'un qui a organisé un coup d'État avec Ben Laden. C'est peut-être l'occasion de... le seul point d'appui en dehors de la région de Tobrouk-Benghazi, c'est une milice islamiste radicale à Zinten. Les Occidentaux savaient ce qui allait se passer, mais ils ont laissé faire. Vous remarquerez que le jeu pervers occidental continue, puisque une des raisons pour lesquelles on vous donne une fausse analyse de la Libye, qui serait seulement éclatée entre deux gouvernements, c'est pour justifier un projet d'une nouvelle intervention militaire. Les Américains ne veulent pas intervenir directement, je vais vous expliquer ensuite pourquoi, et ils veulent faire intervenir l'Italie, qui est l'ancienne puissance coloniale, et les Français. Comme d'habitude, les Français qui sont devenus les principaux alliés de Washington en Europe sont ceux qui poussent le plus à la guerre. Les Italiens sont beaucoup plus réticents. Le but de cette attaque, c'est quoi? C'est d'aller renforcer le général Iftar, de créer sur la côte nord-est de la Libye un État solide, mais évidemment qui ne sera qu'une petite portion de la Libye, que l'armée du général Iftar protégera, mais qui contrôlera les ressources pétrolières. Tout, si vous regardez une carte, la quasi-totalité des ressources pétrolières, elles sont entre la ville d'El Abeida et la ville de Tobrouk, donc dans la zone où le général Iftar mène sa seule action. C'est la raison pour laquelle il essaye de prendre Benghazi, parce qu'il lui faut une capitale. Les autres villes sont trop petites, Tobrouk, El Beida, etc. Et on laisserait évidemment le reste de la Libye aller au chaos. C'est le plan actuellement. La deuxième chose que les Américains visent, c'est parce qu'ils savent que ce serait une guerre longue et difficile, comme toutes les guerres aux terroristes, quelque chose qui va ressembler à la guerre qui se passe actuellement en Syrie, c'est d'affaiblir la capacité militaire française. Là, on sort du dossier libyen, mais la France est le meilleur allié de Washington, mais tous les jours, en soutenant Washington, la France se tire une balle dans le pied. L'un des buts de Washington, c'est de réduire la puissance militaire. La France est la 4e puissance militaire mondiale, mais c'est une puissance faible et qui n'a plus du tout les moyens financiers. La France est un État qui va vers la faillite, et l'armée française est la grande armée d'un État en semi-faillite. Et évidemment, le but de tout ça, c'est de réduire la présence de la France en Afrique noire, dans l'ancienne France-Afrique, et de la remplacer en partie par celle de l'Allemagne de Mme Merkel, qui est l'autre meilleur allié de Washington. On sort du sujet, mais il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'éclate la crise malienne, qui est une conséquence directe de la Libye, il y a une mission militaire de la Bundeswehr allemande qui arrive au Mali. Aujourd'hui, l'Allemagne, l'armée allemande, est présente dans 13 pays africains, et le ministère des Affaires étrangères allemand Steinmeier a publié en 2014 un plan pour le retour de Berlin en Afrique. Voilà la situation. On est dans un jeu pervers, mais les Occidentaux jouent ce jeu pervers entre eux également. Un jeu pervers. Que c'est facile. Au-dessus de tout ça, il y a la politique de Washington. Washington est entré dans une décennie décisive pour elle, c'est-à-dire que si d'ici 10 ans, Washington ne l'a pas emporté
notamment sur la Russie et la Chine dans la compétition mondiale, ce sera fini pour eux les rêves de domination mondiale. Actuellement, ils ont une domination mondiale de facto parce que leur puissance militaire est écrasante. Et donc, ils sont lancés dans une décennie. Il y a un plan également qui est exactement le même que pour la Libye, pour l'Afrique, qui concerne 13 pays. Il s'agit notamment de faire éclater le Nigeria, de faire éclater le Cameroun. C'est la politique américaine et vous allez voir qu'elle va être de plus en plus belliciste et provoquer le chaos dans de plus en plus d'États dans le monde. La Libye a été le deuxième laboratoire de ce processus. Alors, ça va être l'occasion d'autres analyses ici avec vous sans doute et d'autres spécialistes. Luc Michel, revenons donc à la situation au chaos libyen avec un personnage qui semble central, qui semble revenir à tout bout de champ. Qui est le général Hifter? Peut-être nous le présenter. Le général Hifter, tout d'abord... il faut dénoncer les médias mensonges de la presse occidentale. Ce n'est pas un ancien général de Kadhafi et il n'a pas participé à la révolution de 1969 de Kadhafi. C'est un colonel au moment où la guerre éclate entre le Tchad et la Libye pour une bande territoriale entre les deux pays. Et le général Hifter est capturé à un moment donné par les Tchadiens. Il est exfiltré du Tchad par les Américains, ce qui fait croire qu'il était déjà en contact avec eux avant. Il devient un des chefs du Front national libyen de salut, qui est l'organisation politique fantoche de Al-Meghariev, d'Ali Zaïdan, qui eux ont fait défection en 1982, ce sont des diplomates, et du général Hafter. On l'installe à Langley, en Virginie. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. À Langley, qui est le siège de la CIA, super base de la CIA, son siège central. À partir de là, Ali Zaïdan et Meghariev, ce sont des politiciens, ce sont des diplomates. Hifter, lui, on écrit aussi Hafter ou Haftar, mais appelons-le Hifter, qui est l'orthographe le plus courant. C'est un homme d'action et c'est lui qui est chargé donc d'organiser une série impressionnante de coups d'État entre 1987 et celui de Benghazi qui réussit finalement en 2011. Il organise 14 coups d'État contre Kadhafi. Il y en a eu 4 avant, organisés par Zaïdan et Meghariev. Et il organise notamment le plus grand coup d'État, celui de 1998, avec Ben Laden, avec Al-Qaïda. C'est là qu'il rencontre un autre personnage clé de la vie libyenne actuelle. Si vous voulez bien, on en reparlera après. C'est Abdelhakim Belhadj, qui à l'époque est le chef donc d'Al-Qaïda en Libye. Le coup d'État échoue, mais il faillit réussir. Kadhafi est gravement blessé. On jette une grenade sur lui dans le sud saharien libyen. Il est sauvé par une de ses gardes du corps, ses Amazones, qui se jette sur lui et qui meurt. Et pendant plusieurs années, Kadhafi va boiter, va marcher avec une canne. Lorsque éclate le coup d'État de 2011, eh bien, il a probablement été employé, préparé par Hifter, parce que dès le 19 février 2011, la presse américaine annonce que Hifter est à Benghazi et qu'il a reçu le commandement des katibas du CNT, qui sont, ne vous leurrez pas, qui sont essentiellement des djihadistes qu'on a ramenés d'un peu partout où ils étaient partis, libyens. Donc, il faut comprendre ça, c'est que le djihadisme libyen, il est fait par des Libyens au départ. Tandis que le djihadisme syrien, ce sont les Libyens que Abdelhakim Belhadj va amener après la chute de Tripoli en Syrie. Hifter est le premier chef d'état-major de la soi-disant nouvelle armée libyenne. On est toujours dans le plan A. Il y a une armée libyenne qui est formée notamment par des instructeurs allemands et britanniques. Elle est habillée d'uniformes britanniques. Ce sont des vieux stocks. Moi, j'ai dit qu'elle ressemblait à une armée coloniale. Ce sont des uniformes